Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une semaine dominée par l'arrivée du nouveau variant Omicron qui a poussé Ottawa à resserrer les mesures pour les voyageurs entrant au pays et qui a ramené aussi à l'avant-plan tout le débat sur l'inéquité vaccinale entre les pays riches et les moins bien nantis. La Chambre des communes a aussi adopté à l'unanimité le projet de loi interdisant les thérapies de conversion. C'est d'ailleurs le premier sujet que j'aborde avec le chef du NPD, Jagmeet Singh. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Bon, avant qu'on parle de clarté dans les règles et d'équité vaccinale, j'aimerais revenir avec vous sur ce rare moment d'harmonie, je dirais, à la Chambre des communes mercredi. Le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion a été adopté à l'unanimité à la suite d'une motion des conservateurs pour accélérer le processus. On a même vu des députés traverser la Chambre pour faire des accolades à leurs collègues des partis adverses. Quelle a été votre réaction à vous à ce moment de grâce au Parlement canadien? C'était vraiment un moment spécial. C'était un moment de fierté parce que c'était une loi nécessaire. C'était une ancienne députée néo-démocrate qui a présenté cette motion pour la première fois, Sherry Benson. Puis, nos collègues Randall Garrison a continué avec cette motion. Donc, on est très fiers du travail de plusieurs militants dans la communauté LGBTQ+. Et le fait qu'on a eu la chance de travailler ensemble pour faire passer un projet de loi vraiment important qui envoie un message aux communautés qu'on est avec vous et on va interdire quelque chose qui a fait des blessures dans la communauté. Sur l'arrivée maintenant du variant Omicron, on vient de vous entendre à la Chambre des communes, vous reprochez au gouvernement Trudeau de manquer de clarté face aux nouvelles règles qui entourent les voyages. Qu'est-ce que vous reprochez aux libéraux exactement? Donc, à ce moment, on n'a pas une approche de clarté ni cohérence. Et c'est une critique qui existe toujours pour le gouvernement libéral à plusieurs reprises avec les mesures sanitaires nécessaires pour les voyageurs. Ce n'était pas toujours clair c'est quoi les règlements et les règlements n'étaient pas cohérents. Il y a une approche différente pour des pays différents, mais ça manque des vraies menaces. Donc encore, on voit encore cette même continuation de manque de cohérence et de clarté avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce que vous feriez, vous, de mieux au NPD? Donc, un exemple, c'est à ce moment, on a une interdiction des vols de certains pays à cause du variant Omicron. Mais on a des autres pays où le variant Omicron est présent, mais les vols ne sont pas annulés ou interdits. Donc, ce n'est pas cohérent. Aussi, avec les États-Unis, ils ont mis en œuvre une recommandation, pas une recommandation, un besoin d'être de testing avant d'arriver aux États-Unis, mais on n'a pas les mêmes besoins ou on n'a pas les mêmes mesures pour les gens qui voyagent aux États-Unis ou au Canada. Donc, cette manque de clarité et cohérence, ça fait en sorte que les Canadiens qui, à ce moment, sont hors du pays ou qui veulent voyager n'ont pas de clarité. Donc, on veut cohérence et on veut clarité et on veut que le gouvernement la fasse rapidement, présente un plan clair avec des cohérences. Parlons maintenant de l'équité vaccinale avec les pays défavorisés. C'est un cheval de bataille pour le NPD. On le sait, on ne sera pas en sécurité au Canada tant et aussi longtemps que la planète va être vaccinée. Qu'est-ce que vous souhaitez de la part du gouvernement canadien à cet égard? Donc, l'outil le plus important est l'outil demandé par les pays de moins ressources, comme vous avez dit, défavorisés. Leur demande est claire. Ils veulent avoir la capacité de produire les vaccins chez eux. Et pour faire ça, on a besoin pour un temps d'éliminer, exempter les brevets des vaccins. Donc, ça veut dire que le Canada doit prendre des positions d'appuyer ces pays défavorisés. Et jusqu'à ce moment, M. Trudeau et le gouvernement fédéral, libéral, continuent de défendre les profits des grandes entreprises pharmaceutiques au lieu de défendre les intérêts des pays défavorisés. Et comme vous avez mentionné, je suis tellement d'accord, notre équipe est d'accord,
qu'on doit faire face à cette pandémie dans une façon mondiale parce que c'est une pandémie mondiale et on ne peut pas réussir sans aider les autres pays. Oui. Est-ce que vous pensez quand même vraiment que le Canada a un poids, un impact pour faire lever ces brevets de fabrication des vaccins auprès des pharmaceutiques? Pensez-vous vraiment que le Canada est un gros joueur dans ce domaine? Bien sûr, on est un pays de G7, on est un pays de G20. On a beaucoup de pouvoir et à ce moment, dans les discussions qui se passent, le Canada, à ce moment, continue de défendre les profits des grandes compagnies pharmaceutiques au lieu de dire clairement que notre position est de donner une exemption pour le court terme pour aider les autres pays. Et c'est leur demande. À ce moment, le président des États-Unis a dit qu'il est ouvert à cette exemption, mais le Canada n'est pas. M. Trudeau n'est pas ouvert. Donc, c'est un manque de leadership, c'est une faillite, effectivement, et c'est quelque chose qu'on doit changer. Bon, le temps file, M. Singh. C'est la première fois qu'on vous reçoit depuis que les travaux à la Chambre des communes ont été lancés la semaine dernière. On est toujours dans un contexte de gouvernement minoritaire. On a reproché au NPD dans le passé de souvent voter pour maintenir en vie ce gouvernement. Est-ce que vous êtes toujours en négociation, justement, avec les libéraux pour faire fonctionner ce nouveau Parlement? On va avoir toujours des discussions générales. On n'a pas un accord ni formel ni informel, mais on continue d'avoir des conversations pour comment on peut faire fonctionner ce gouvernement. Mon but, c'était toujours le cas qu'on veut respecter la décision des Canadiens d'avoir un gouvernement minoritaire. Et mon travail comme chef et notre travail comme équipe, c'est de s'assurer que ce gouvernement fonctionne pour les gens, pas pour les plus riches, pour les PDG, mais pour les gens, pour les travailleurs, pour les familles. Et c'est ce qu'on va faire. Bon. De façon générale, quelles vont être les grandes priorités du NPD pendant cette session parlementaire? Des grandes priorités, c'est l'environnement avec la crise climatique et ce qui se passe en Colombie-Britannique. C'est évidemment super clair qu'on doit agir et dès maintenant, on doit investir dans une infrastructure qui aide à créer des communautés plus résilientes face à la température extrême qui est de plus en plus commune. Deuxièmement, on a une crise du logement qui frappe fort. Donc, on veut voir des actions concrètes pour faire face à cette crise aussi. Et on a entendu l'ancien gouverneur du Banque du Canada qui a dit que le gouvernement libéral et le gouvernement fédéral, il a dit, a un grand rôle à jouer pour régler cette crise. On veut voir des actions concrètes. Et toujours, on a une grande préoccupation sur la COVID-19 et les pandémies, comment on peut aider les gens et comment on peut réussir contre cette pandémie. Et en terminant, M. Singh, on sait que le NPD compte un seul député au Québec, Alexandre Boulris. Quelles sont vos priorités plus spécifiques pour le Québec? Pour le Québec, j'étais là il y a quelques journées, j'étais à Montréal. J'ai eu des rencontres avec les travailleurs et travailleuses, avec l'FTQ, les syndicats et aussi avec Greenpeace Canada, Greenpeace Québec, ça veut dire un organisme de l'environnement. On a parlé avec les communautés, les gens, les jeunes, les personnes âgées. Et au Québec, la crise climatique, c'est quelque chose de tellement important. Les gens au Québec sont tellement sensibilisés et ils veulent voir des actions concrètes. Ça veut dire éliminer les subventions aux entreprises pétrolières, réinvestir cet argent dans l'énergie renouvelable pour créer des bons emplois qui réduisent nos émissions. Aussi, la crise du logement, ça frappe fort au Québec aussi, à Montréal. Le coût d'acheter une maison, le coût pour le loyer, ça a augmenté tellement depuis des dernières années. Donc, c'est vraiment un enjeu. Et en général, l'abordabilité. Donc, on a présenté des options pour réduire les coûts de services cellulaires et services d'Internet. Et c'est quelque chose qui est complètement dans la compétence de la juridiction fédérale. Et on a un plan pour réduire les coûts. Donc, notre but, c'est d'aider les gens et aussi investir dans les soins de santé. Les provinces et territoires veulent avoir une augmentation des financements pour mieux financer nos soins de santé publics et universels. Et on est d'accord. Alors, on va vous suivre, Jagmeet Singh, chef du NPD. Merci et au plaisir de vous recevoir à nouveau à notre émission. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
La nouvelle ministre responsable du dossier des langues officielles au pays, Ginette Petitpas-Taylor, promet de déposer son projet de modernisation de la loi dans les 100 premiers jours du nouveau gouvernement Trudeau. Pour en savoir davantage, je me suis entretenue avec la ministre. Ginette Petitpas-Taylor, nouvelle ministre responsable des langues officielles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la première ministre des langues officielles du Canada d'origine acadienne. Vous avez donc évolué dans un milieu minoritaire toute votre vie. Est-ce que vous arrivez dans ce ministère avec un éclairage différent de vos prédécesseurs? C'est fort probable. C'est ça, il y a quelques semaines que j'ai appris que, oui, effectivement, que j'étais la première ministre acadienne qui détient le poste responsable des langues officielles. Et puis, en tant qu'Acadienne qui vit en communauté, en situation linguistique au niveau minoritaire, je comprends très bien les enjeux. Et puis, c'est sûr aussi que je reconnais que le déclin existe au Canada pour la langue française. C'est quelque chose que je vis régulièrement. Ça fait que pour moi, c'est sûr, en venant avec ces responsabilités de ministre responsable pour les langues officielles, c'est sûr que j'amène mon cheminement au ministère. Ouais. La modernisation des langues officielles, bon, vous dites que c'est une priorité absolue pour vous, pour votre gouvernement. D'ailleurs, vous avez promis de déposer un projet de réforme dans les 100 premiers jours de votre mandat. On sait que la réforme précédente, qui avait été déposée au mois de juin, est tombée à l'eau avec le déclenchement des élections. Ça fait des années qu'on nous prévoit une réforme des langues officielles au Canada. Est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Savais-tu, je pense que c'est à cause de ça. Quand j'ai rencontré le premier ministre, quand il m'a demandé d'assumer ses responsabilités, il l'a dit clairement que pour lui, le redépôt du projet de loi était une priorité absolue pour lui, pour notre gouvernement et puis pour moi comme ministre. Ça fait qu'on veut s'assurer que notre projet de loi va rencontrer les besoins d'aujourd'hui ainsi que les besoins de l'avenir. Comme que vous l'avez bien dit, la révision de la loi sur les langues officielles, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été révisée. Et puis, on veut faire sûr qu'on fait un bon travail, que tous les Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises pourront vraiment se reconnaître, se voir dans ce projet de loi. Fait qu'à ce temps-ci, moi, je suis vraiment en réflexion. Dès mon arrivée à ce dossier, j'ai commencé à rencontrer plusieurs intervenants, vraiment de partout autour du Canada, puisque je voulais entendre leurs impressions, leurs suggestions, leurs positions, si qu'on veut, puisque à la fin des temps, on va redéposer notre projet de loi. Puis je veux m'assurer que c'est le bon projet de loi pour tout le monde. La réforme que vous aviez proposée au mois de juin dernier reconnaissait que le français et l'anglais ne sont pas à armes égales au Canada, que le français doit être davantage protégé, autant au Québec qu'ailleurs au pays. Vous dites que vous voulez favoriser l'égalité réelle entre les deux langues. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Réellement, je pense qu'on reconnaît que le français, comme j'ai dit tout à l'heure, est en déclin. On n'est pas sur le même pied d'égalité quand ça vient aux deux langues, le français et l'anglais. Et puis, on veut s'assurer qu'on peut non seulement promouvoir, mais protéger la langue française. Ça fait que oui, c'est sûr qu'on veut protéger nos langues les deux langues, le français et l'anglais, mais encore une fois, on doit faire un travail même plus pour faire sûr que la langue française, qu'on peut vraiment faire sûr qu'elle est valorisée partout et puis qu'on peut la promouvoir partout au Canada. Ouais. Ça fait qu'un chapitre de la langue officielle du projet de loi, c'est de s'assurer qu'on peut promouvoir notre langue française. Ça m'amène à vous parler de la controverse qui entourait le patron unilingue d'Air Canada qui s'était félicité de ne pas avoir à apprendre le français pour vivre à Montréal. Le commissaire aux langues officielles, on le sait, a reçu plus de 2000 plaintes. C'est un record à la suite de cette affaire. Est-ce que votre nouvelle mouture de réforme de la loi sur les langues officielles va donner plus de dents, justement, au commissaire aux langues officielles, comme le réclament plusieurs francophones? Je dois vous dire, quelques semaines passées, quand j'ai entendu les propos du PDG de Air Canada, j'étais vraiment choquée. Et puis, tous les francophones, les Québécois devraient être choqués, puis vraiment insultés par les propos du PDG. Et puis, c'est sûr qu'avec la question de la modernisation de la loi sur la langue, on veut s'assurer que le commissaire, oui, va avoir plus de mordants. Et puis aussi, on veut s'assurer que la loi comme telle va avoir plus de mordants. Et puis, c'est pour cette raison, comme j'ai dit, qu'on va de l'avant. Et puis aussi qu'on veut assurer que le projet de loi va rencontrer les besoins d'aujourd'hui, mais aussi les besoins de l'avenir. Oui, quand vous dites le commissaire, on va s'assurer qu'il ait plus de mordants. Est-ce que le commissaire, justement, pourrait imposer des amendes, des sanctions pécuniaires? Encore une fois, j'ai eu une première rencontre aujourd'hui avec le commissaire. Nous avons parlé du projet de loi qui avait été déposé au mois de juin et puis aussi de voir un peu
ses impressions du projet de loi. Ouais. Et puis, j'ai bien hâte de continuer à travailler, ou au moins de converser avec lui. Et puis, comme j'ai dit, nous sommes encore en réflexion avec le projet de loi comme tel pour voir exactement qu'est-ce qui va y faire partie. Ouais. Et puis, on aura d'autres informations à partager d'ici sous peu. Vous arrivez en poste, Mme Petitpas-Taylor, alors que l'Assemblée nationale du Québec étudie le projet de loi 96 qui vise à mettre à jour de son côté la Charte de la langue française. Votre gouvernement s'est aussi engagé à reconnaître que le français est la langue officielle du Québec. Comment vous entrevoyez les discussions avec le Québec là-dessus? Encore une fois, moi, étant acadienne, moi, je suis pas ici pour faire la chicane avec le Québec. Je vais travailler en collaboration avec le Québec. C'est sûr que le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, on suit le débat de près. Et puis, j'ai bien hâte à travailler avec mes homologues de la province du Québec. Je vais vous entendre sur le financement de l'enseignement supérieur. Il y a une affaire qui a monopolisé, vous le savez, l'attention chez les francophones en milieu minoritaire. C'est la disparition, en fait, de dizaines de programmes en français à l'Université Laurentienne de Sudbury. Est-ce que vous allez augmenter le financement des institutions d'enseignement francophone en milieu minoritaire? Est-ce que ça fait partie des plans de votre gouvernement? Je pense que nous avons été très clairs dans le budget 2021, que nous avons quand même vu une augmentation assez importante du financement dans le milieu postsecondaire, en milieu minoritaire. Et puis, c'est sur toute la question de l'Université Laurentienne et Sudbury, on est là pour appuyer la communauté franco-ontarienne. Nous avons toujours été là pour eux, nous serons toujours des alliés. Et puis, nous voulons s'assurer quand même que les décisions qui sont prises sont faites par des francophones pour les francophones. Et puis, c'est pas Ottawa qui va dire à la région qu'est-ce qu'ils ont besoin. On veut être là comme des alliés. Oui, donc des sommes, des moyens nécessaires pour permettre à ces institutions de grandir, selon ce que vous nous dites. Oui, absolument, de grandir puis offrir des programmes de qualité pour les franco-ontariens, puisque c'est quand même une priorité. Si on veut valoriser la culture française, on doit aussi faire sûr qu'on est là pour supporter les institutions postsecondaires, puisque finalement, ça fait une grosse partie de toute la question de notre culture et puis de vraiment pouvoir promouvoir la langue française partout au pays. Oui. Un mot sur les juges de la Cour suprême, parce que votre gouvernement a déjà promis que tous les futurs juges du plus haut tribunal du pays devront être bilingues. Ce qui a provoqué une levée de boucliers. Il y avait eu plusieurs réactions au Canada anglais. Certains affirment que ça va empêcher de recruter des juges au sein des minorités, comme par exemple chez les Autochtones. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai eu le privilège à siéger au Conseil des ministres en 2017 jusqu'à 2019. Et puis, j'ai vu de première vue que nous avons eu plusieurs juges qui ont été appointés à des cours plus élevés. Puis, il y avait des juges autochtones, des juges qui appartenaient à des communautés minoritaires qui ont pu avoir ces postes-là. Donc, on veut s'assurer que les gens vont avoir les options et puis les outils nécessaires pour développer leur capacité dans les deux langues. Mais pour moi, en tant que travailleuse sociale qui a travaillé dans le système judiciaire pénal, je pense que c'est vraiment important de s'assurer que nos juges, spécialement les juges de la Cour suprême, peuvent entendre les causes dans les deux langues sans aide d'interprétation. Oui, donc c'est un critère qui est là du bilinguisme qui est là pour rester. Oui, absolument. Bon, puisqu'on parle des Autochtones, sur la protection des langues autochtones, parce que votre gouvernement dit aussi que c'est une priorité, au même titre que la promotion du français, quelle façon vous comptez prendre pour concrètement protéger les langues autochtones au pays? En fait, je vous pose la question parce qu'il y en a plusieurs quand même. Comment vous allez vous y prendre? Une très bonne question que vous demandez, Esther. En 2019, nous avons présenté le projet de loi C-91. C'était réellement un projet pour protéger les langues autochtones au Canada. Et puis, le projet de loi C-91 nous a donné des outils, si on veut, de vraiment protéger ces langues-là. Nous avons été très clairs dans notre nouveau projet de loi que nous allons présenter pour la modernisation de la loi sur les langues officielles, que nous voulons tout faire pour quand même s'assurer que nous allons continuer à valoriser les langues autochtones. Et puis, avec le projet de loi que nous avons déposé, le 96, on a aussi quand même fait des investissements pour s'assurer qu'il y a des outils qui sont dans la loi pour aider à promouvoir leur langue. Oui. Juste en terminant, vous dites que vous allez présenter la nouvelle mouture de la réforme sur les langues officielles dans les 100 premiers jours de votre mandat. C'est prévu pour quand? Quand vous allez déposer votre projet de réforme, Madame la ministre?
Mais c'est ça, nous avons dit que nous voulons redéposer le projet de loi d'ici 100 jours. Je n'ai pas une date exacte pour vous dire. On travaille encore d'arrache-pied avec mes fonctionnaires et puis notre équipe. Mais comme j'ai dit, nous avons été clairs que nous voulons faire sûr que nous allons rencontrer les 100 jours. Et nous, c'est un dossier qu'on va suivre de près. Ginette Petitpas-Taylor, nouvelle ministre responsable des langues officielles, merci beaucoup de votre temps ce soir. Au plaisir de vous recevoir à notre émission. Bientôt. Merci. Merci. Et je poursuis la discussion avec nos politologues qui s'intéressent plus particulièrement au dossier des langues officielles, Frédéric Boily, Stéphanie Chouinard et Roger Ouellette. Alors, bonsoir à vous trois. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir. Roger, je vais commencer avec vous. Bon, parce que Ginette Petitpas-Taylor est la première ministre des langues officielles d'origine acadienne au pays. Elle est originaire, en fait, de la seule province qui est officiellement bilingue au Canada. Comment ça a été reçu, sa nomination chez les Acadiens? Très bien, ici au Nouveau-Brunswick, mais partout dans les communautés acadiennes et francophones de l'Atlantique. Comme l'avait mentionné, Mme Petitpas-Taylor est une francophone. Elle a étudié à l'Université de Moncton. Sa langue première, c'est le français. Elle a dit dans une entrevue, c'est le français qu'elle utilisait dans son domicile. Donc, elle est bien placée pour comprendre, je dirais, de l'intérieur les préoccupations des minorités francophones partout au pays. Stéphanie, Ginette Petitpas-Taylor a déjà piloté, on le sait, les ministères de la Santé de 2017 à 2019. C'est un ministère quand même important. Est-ce que sa nomination comme ministre des langues officielles, c'est un peu une nouvelle chance de faire ses preuves, vous pensez? Oui, elle a été rétrogradée entre 2019 et tout récemment, au mois d'octobre. C'est effectivement une deuxième chance pour Mme Petitpas-Taylor et on l'a mis dans un ministère où elle a déjà une longueur d'avance sur plusieurs de ses acolytes à la Chambre des communes. Comme l'a dit mon collègue Roger, c'est quelqu'un qui connaît déjà assez bien les communautés francophones en situation minoritaire. Évidemment, elle devra aussi tendre la main aux communautés anglo-québécoises, notamment dans le processus de réforme de la loi sur les langues officielles où on grince des dents là, du côté des Anglo-Québécois. Frédéric, les langues officielles, c'était, on le sait, les ministères de Mélanie Joly, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la nomination de Mme Petitpas-Taylor pour lui succéder? C'est une bonne nomination parce qu'à partir du moment où Justin Trudeau voulait avoir un vent de renouveau aux affaires étrangères et amener Mélanie Joly de ce côté-là, il en demeure pas moins qu'il lui fallait une figure quand même respectée auprès des communautés francophones au Canada. Et c'est le cas, comme l'a mentionné Roger Ouellette, du côté évidemment du Nouveau-Brunswick. Mais c'est une nomination qui s'inscrit quand même dans une tendance pour le gouvernement libéral de réformer cette fameuse loi. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une nomination qui se justifie, même si on aurait pu peut-être vouloir avoir une certaine continuité, c'est-à-dire que Mélanie Joly continue à piloter son projet de loi. Mais dans le contexte actuel, je pense que ça justifie tout à fait. Bon. La nouvelle ministre des langues officielles vient de le répéter, on vient de l'entendre dans l'entrevue il y a un instant. Elle s'est donné donc 100 jours pour présenter son projet de modernisation de la loi. L'ancien projet, on le sait, est mort au feuilleton avec le déclenchement des élections cet été. Stéphanie, je reviens à vous. Ça fait des années, en fait, que les francophones attendent cette modernisation de la loi. Loi qui remonte, encore faut-il le rappeler, à 1969. Alors, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça va être la bonne? Il faudrait que ce soit la bonne. C'est déjà c'est deux élections, deux discours du trône où on nous promet la modernisation de la loi. Les consultations avaient été entamées en 2018, donc l'année avant qu'on fête le 50e anniversaire de la première itération de la loi. Et donc, sur l'enjeu des langues officielles, c'est un peu la crédibilité du gouvernement Trudeau qui est dans la balance là, de l'adoption de ce projet de loi-là, qu'il soit dans la version qu'on a vue en juin dernier et qui est morte au feuilleton, ou dans une version renforcée. Et ça, c'est la question qui se pose, je pense. Est-ce que Mme Petitpas-Taylor va vouloir mettre un peu le projet de loi à sa main avant de le redéposer à la Chambre des communes? Oui. Et Frédéric, bon, le fait que le projet de loi sur la modernisation des langues officielles, ça ne se trouve pas finalement dans les 4 projets de loi prioritaires que les libéraux veulent faire adopter d'ici Noël. Quel message ça envoie, selon vous?
D'abord, les 4 projets de loi qui ont été annoncés, c'est pas des projets de loi qui sont quand même majeurs. Donc, on a l'impression qu'on est dans une espèce de session législative qui est un peu là, comme on le voit au hockey, une pré-saison avant la véritable saison qui va être à l'hiver. Et que par conséquent, aussi bien que ce projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles soit présenté plus tard, quitte à ce que moi, je ne verrais pas grand problème qu'on dépasse le fameux 100 jours. Ça devient comme une espèce de marque de commerce. En 100 jours, une nouvelle loi adoptée. C'est vrai qu'on attend depuis longtemps, mais que ce soit 110 ou 120 jours, moi, je ne verrais pas grand problème. Il ne faut pas que ce soit 1000 jours. Oui, c'est ça. Parce qu'à quelques jours près, ça ne fait plus vraiment de différence quand on attend depuis aussi longtemps. Roger, votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est important, c'est de déposer le projet de loi assez rapidement, donc peut-être au début de l'hiver, mais ça sera en première lecture. Deuxième lecture, il y a un comité et je pense qu'il y a des gens au niveau du milieu associatif des minorités francophones aimeraient peut-être une bonification du projet de loi. Donc, ça sera très important de prendre le temps d'examiner le projet de loi article par article au niveau du comité. Oui. Je veux maintenant vous entendre sur le rôle du commissaire aux langues officielles. Madame Petitpas-Taylor a eu une rencontre avec Raymond Théberge pas plus tard que lundi pour discuter de la réforme. La ministre ne ferme pas la porte à lui donner plus de pouvoir pour qu'il soit en mesure d'émettre des ordonnances, des sanctions aux entreprises. On sait que l'ancien projet de loi libéral ne prévoyait pas de sanctions pécuniaires. Stéphanie, pourquoi c'est important ces pouvoirs accrus, selon vous? C'est surtout pour que les mauvais élèves, en vertu de la loi sur les langues officielles, aient dans leur propre intérêt de voir à leurs problèmes. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on avait l'affaire Air Canada, la Xème affaire Air Canada en matière de langues officielles, si je peux dire, qui a éclaté au grand jour avec la question du PDG Michael Rousseau qui, de toute évidence, ne parlait pas français. Donc Air Canada, c'est souvent utilisé comme un cas de figure, justement, du manque de pouvoir du commissariat aux langues officielles en matière disons, de forcer la main aux mauvais élèves, aux ministères, aux agences et aux tierces parties qui sont tenus de respecter la loi sur les langues officielles. Donc, de ce côté-là, c'est certain que M. Théberge a un beau cas de figure pour demander à la ministre de réviser, encore une fois, ses propres pouvoirs. Oui. Roger, est-ce que vous pensez, de votre côté, que ça permettrait justement d'améliorer les services en français dans le pays? Ce qui est important, c'est l'application de la loi. Donc, on a une loi qu'on veut moderniser, mais à la fin de la journée, souvent, la loi n'est pas vraiment appliquée. La mise en œuvre est problématique. Et il y a des mesures dans le projet de loi, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais il y a des inquiétudes de ce côté-là. Exemple, oui, les fonctionnaires ont le droit de travailler en français dans les 2 langues officielles à Ottawa, mais on sait très bien qu'une carrière de haut fonctionnaire est surtout en anglais. Frédéric, Stéphanie en parlait il y a un instant, la controverse qui entourait évidemment le patron unilingue anglophone d'Air Canada a mis en lumière finalement les pouvoirs limités du commissaire aux langues officielles. Qu'est-ce que vous espérez de votre côté de la nouvelle loi à l'égard du commissaire aux langues officielles? Oui, c'est vrai qu'on peut espérer qu'il y ait davantage de mordants dans la loi et peut-être une ouverture, effectivement, pour donner un peu plus de pouvoir au commissaire et donc d'avoir une possibilité de certaines, disons, amendes ou disons, dispositions qui iraient dans cette direction. Sauf que c'est toute la question de l'opérationnalisation aussi. Si on va vers cette direction, comment on va faire pour opérationnaliser ça? Et l'autre élément, est-ce que ça n'aura pas non plus peut-être un effet négatif en peut-être judiciarisant les choses aussi? Et ça pourrait être finalement au détriment même des communautés francophones ultimement parce qu'on se retrouve dans un processus qui est judiciaire et par conséquent, qui dit processus judiciaire dit aussi parfois des luttes devant les tribunaux, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Stéphanie, Roger, Frédéric, merci beaucoup et je vous retrouve mardi prochain. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.